Et bonjour tout le monde. On est parti pour ce live où on va parler de AWS, de data ingénierie et globalement, je vais un peu vous montrer comment je travaille. Alors, ça va être un live 100% démo où on va déployer ensemble deux infras différentes, une pour faire de l'ingestion batch et une pour faire de l'ingestion stream. Pendant ce live, je compte sur vous pour être actif, participer au maximum. Plus il y aura d'interaction entre vous et moi, plus on va s'amuser ensemble. Donc vous posez des questions, vous pouvez aussi débattre. Je peux vous dire je peux dire des choses, puis vous pouvez dire ah mais je suis pas d'accord ou alors mais si on faisait ça comme ci comme ça. N'hésitez pas, allez-y à fond. Ça, c'est ce qui donnera un peu de peps à ce live. Et pour me montrer que vous êtes déjà là, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Je les vois tous en temps réel. Les commentaires LinkedIn, les commentaires YouTube, je les vois tous. Donc allez-y et ça me permettra d'avoir un peu de baume au cœur et un peu d'énergie. Allez, on dit bonjour, on fait des coucous. Alors, en attendant, on va vite fait démarrer en vous présentant un petit schéma de ce qu'on va commencer par faire. Ah, je vois commencer à avoir vos petits messages, ça me fait plaisir. Coucou, présent. Bonjour Franck, bonjour. Merci pour votre énergie. Donc on va démarrer. Petite mise en contexte en fait. On va avoir une entreprise qui développe une application web toute basique. Elle marche bien, elle a beaucoup d'utilisateurs. Bref, ils sont contents. Et il y a un des développeurs de l'équipe à un moment qui fait sa petite soirée, qui explique un peu ce qu'il fait à ses potes. Il y a quelqu'un qui lui demande ah ouais mais et t'as combien d'utilisateurs alors par jour? Puis il se rend compte qu'il sait pas trop. Ah, il dit un chiffre, il dit ouais je crois que c'est à peu près 100, à peu près 200 dans ces eaux-là, mais il sait pas. Et en fait ça lui fait un peu tout réfléchir sur la façon dont cette application est développée, dont il travaille dessus. C'est qu'en fait les décisions elles sont pas forcément prises en rapport avec les faits sur l'utilisation du site. Ou alors dès qu'ils veulent chercher justement des informations, des stats sur leur application, bah, c'est un peu long, il faut aller chercher en base de données, en plus la base de données de prod, ils font des requêtes et tout, c'est pas terrible. Donc c'est là que se dégage un besoin, et c'est un besoin qu'on va voir ensemble comment on peut le faire, de collecter la donnée et de pouvoir la traiter facilement sans avoir à impacter le fonctionnement du site web. Donc notre premier job d'ingestion de données, ce sera une ingestion batch. Une ingestion batch où finalement, au niveau du contexte, on va pas avoir énormément de données. On parle d'une base de données SQL. Là, par exemple, je l'ai représenté on est sur AWS, je l'ai représenté par une Aurora. On a une petite web app qui a une API CRUD qui va taper dedans. Et on n'a pas donc d'énormes volumétries de données, surtout qu'on va faire une collecte par jour. Donc, on va pas commencer à s'embêter dans du Spark et des trucs comme ça. C'est pas nécessaire. On va commencer par un premier job simple où on se dit c'est un peu de l'exploration, je veux un peu voir ce dont on est capable, ce que ça peut rendre. Donc on va partir sur un Fargate. Fargate, qu'est-ce que c'est? C'est un service managé dans AWS pour déployer des conteneurs de manière serverless. Donc on ne se soucie pas de la VM qu'il y a derrière, on dit juste à AWS, je veux tant de RAM et tant de CPU, et voici l'image de conteneur que tu vas devoir déployer. Donc on va avoir notre conteneur sur Fargate qui va extraire le contenu de la base de données Aurora et l'écrire sur un bucket S3. Je vais rajouter un petit pointeur laser, ça sera sympa. Oh, voilà. Et voilà. Donc il va écrire dans S3. Sauf que, comme j'ai dit, on veut que ce soit un job fait tous les jours. On va falloir l'orchestrer. On a plusieurs choix d'orchestration. Là, pareil, on va être dans une approche d'exploration où on veut aller vite, on veut faire simple et surtout pas cher. Un job Fargate comme ça déployé qui tourne tous les jours, ça va coûter 2-3 euros à la fin du mois. Donc on va chercher un service manager qui ne va pas coûter plus de 2-3 euros non plus. On pourrait, par exemple, quand on parle d'orchestration, on pense très souvent à Airflow, surtout en data. Airflow qui est un très bon service manager, très robuste, qui fait plein de trucs. Mais si vous voulez déployer un Airflow en manager sur AWS, c'est 300 euros par mois. Est-ce qu'on veut payer 300 euros par mois pour un job qui en coûte 2 euros? Je pense qu'à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Surtout que c'est un peu une grosse usine. On n'a pas besoin d'un truc si complexe. Donc on peut démarrer quelque chose d'assez simple qui s'appelle Step Function, qui est un orchestrateur serverless aussi sur AWS. Beaucoup plus simple, beaucoup moins de fonctionnalités qu'un Airflow. Et l'un de ses problèmes, c'est en revanche, c'est que le son ne sort que du côté droit. Est-ce que on va regarder ça et on va faire en sorte, Fulting, que ce soit réglé.
N'hésitez pas à mettre en commentaire quand vous verrez que le problème sera résolu. Donc l'un des problèmes de Step Function, c'est que ça ne permet pas d'être orchestré de manière périodique. Alors, il n'y a pas d'expression cron qui nous permet de dire bah voilà, tous les jours tu vas déclencher ta petite step function. Ça fonctionne que, ça devrait être bon maintenant le son. Ça fonctionne que sur événement. Et nous, on veut pas un déclenchement sur événement, un événement de type par exemple un fichier arrive, des trucs comme ça. Nous, ça va pas être ça notre déclencheur, ça va être vraiment une période, tous les jours. Et donc devant Step Function, on va rajouter un autre petit service qui s'appelle Event Bridge Scheduler. Event Bridge Scheduler qui va s'occuper, super Fulting, qui va s'occuper donc d'envoyer un événement tous les X temps qu'on définira via une expression cron, en l'occurrence donc tous les jours. Donc c'est parti, on va démarrer là-dessus et je vais commencer donc par vous montrer le petit job batch qui va nous permettre d'extraire notre base de données. Donc c'est un job en Scala. Voilà, on est sur Fargate, on est un peu, on n'a aucune contrainte sur le langage qu'on veut faire, les technos qu'on veut déployer. Donc je suis parti sur du Scala parce que j'aime bien ce langage. Et le job est très simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer de quoi s'authentifier la base de données. Alors, on va pas forcément à chaque fois faire tout le détail parce que sinon on n'aura jamais le temps de tout voir ce qu'on veut voir. Donc si je vais trop vite et qu'il y a quelque chose que vous voudriez voir plus en détail, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, je guette. Mais donc on commence à s'authentifier à la base de données. Voilà, on est connecté à la base de données et on fait une requête très simple qui va être select all from user connections, qui est ma table qui va contenir les informations sur la connexion de mes utilisateurs. Et en fait, je vais récupérer 3 champs dans cette table. Il y a 3 champs. Je fais un petit exemple assez simple. Il y a un champ, alors en plus 4 avec le champ ID, mais il y a un champ IP, donc l'adresse IP d'une personne qui s'est connectée. Date time pour savoir quand est-ce qu'il s'est connecté et URL pour savoir à quelle URL de mon site il s'est connecté. Donc j'ai généré un peu de données dans une base et là dans un premier temps on va faire un job qu'on va nous exécuter qu'une seule fois parce qu'on ne va pas attendre demain qu'il y ait une deuxième exécution qui va tout récupérer d'un coup. Mais on pourrait très bien se dire que après ça, une fois qu'on a tout récupéré, on va se mettre à lancer un job quotidien où on va rajouter une petite closeware date time égale et puis voilà. Mais dans un premier temps on va tout récupérer et puis c'est tout. On va écrire le résultat dans un bucket S3, comme on l'a dit. Donc j'ai une petite fonction qui fait upload to S3. Ce sera un format CSV. Et donc on aura un nouveau fichier qui apparaîtra tous les jours. Qui dit Fargate dit conteneur. Qui dit conteneur dit Dockerfile. Donc j'ai un petit Dockerfile pour packager mon application. Avec en première étape en builder. Donc c'est comme je fais du Scala, c'est SBT que j'ai utilisé pour packager toute mon application. Donc, je fais un petit SBT assembly qui va créer mon fat-jar. Et dans la deuxième étape, je vais tout simplement récupérer, je vais faire un copy, je vais récupérer mon jar pour le mettre donc, dans mon image finale qui sera mon package. J'ai ma commande ici qui va me permettre de déclencher, enfin qui va être la commande d'entrée de mon conteneur. N'hésitez pas, si vous voyez pas assez bien, à le mettre en commentaire ou si vous voyez bien, dites-le moi aussi. Je peux zoomer un peu plus au besoin. Mais donc voilà, c'est cette commande qui va permettre de lancer mon conteneur. Maintenant, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. On va déployer notre application. Donc, pour pouvoir déployer sur AWS, je vais créer un fichier qui s'appelle template.yaml et passer par du CloudFormation. Donc le CloudFormation, c'est de l'infrastructure as code et c'est la version managée entre guillemets d'un Terraform qui pour lui en revanche est plus cloud agnostique. Terraform ça fonctionne sur tous les clouds. CloudFormation c'est uniquement sur AWS. J'utilise CloudFormation parce que ça va me permettre de m'absoudre de beaucoup de complexité que Terraform demande. Typiquement, quand je veux déployer quelque chose avec Terraform, il va falloir que je gère mes TF states. Et en général, les TF states, on va les déployer sur un bucket S3. Ce bucket S3, il faut le créer. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord créer un bucket S3 avant de faire de l'IAC, tout ça. Là, ici, AWS gère tout et c'est très cool. Donc ça, c'est la structure de base qui nous permet de dire qu'on est dans un fichier CloudFormation. Et à partir de là, je vais juste créer des ressources dans mon fichier ressources. Donc, je veux déployer un conteneur. Première chose que je vais faire, donc, c'est déployer un service manager qui va me permettre de déployer une image de conteneur. Donc, je vais déployer ce qu'on appelle un ECR.
sur AWS. C'est un repo d'image, c'est un peu comme le Docker Hub, mais là c'est sur AWS. Et je vais lui donner un petit nom. Son petit nom, donc ça va être ingestion data et ingestion data daily. Voilà, hop. Et là, ça y est, je peux commencer à faire ma première itération pour déployer, voir que tout fonctionne bien. Pour déployer, donc c'est CloudFormation, il y a une command line interface avec CloudFormation, mais que personnellement je trouve un peu pas très pratique à utiliser. Et pour déployer des applications serverless, AWS a sorti un framework qui s'appelle SAM, Serverless Application Model. On verra surtout sa puissance lorsqu'on passera au streaming, mais ce qui est bien avec SAM, c'est qu'en 2 commandes, ça me permet de facilement tout gérer. Alors déjà, dans un premier temps, il faut quand même que je m'authentifie à AWS. Donc pour ça, j'ai une variable d'environnement qui s'appelle AWS Profile, où je dis ton authentification, tu le fais sur des credentials que j'ai appelé Imaya. Et à partir de là, je peux faire mon SAM build pour construire, en gros, transformer mon template.yaml qui est là en version exploitable pour CloudFormation. Bon, là, en l'occurrence, il ne va rien transformer parce que c'est déjà du CloudFormation. Entre SAM et CloudFormation, c'est la même chose, sauf que SAM a quelques raccourcis en plus, voilà, qu'on verra, comme j'ai dit, plutôt dans la partie streaming. Et un petit SAM deploy, je vais commencer par mettre l'option guided, c'est ce qui est proposé ici par exemple pour me dire voilà, si tu veux déployer, et ça va me permettre de configurer mon déploiement. C'est ça que je trouve cool avec SAM, c'est que il y a beaucoup d'outillages pour faciliter la façon dont on va déployer de l'infra. Donc là je donne un nom à ma stack, batch daily, très bien, une région, EU West 1, c'est parfait, c'est là que je veux déployer. On me demande si je veux confirmer les changements, un peu comme Terraform, quand il dit est-ce que c'est bien ça le change que vous voulez appliquer. Là ici non, je ne vais pas demander de confirmation, je veux déployer direct. J'autorise à créer un role IAM. Je laisse le rollback, c'est-à-dire que s'il va échouer à déployer quelque chose, il va rollback et supprimer automatiquement tout ce qu'il a essayé d'installer. Et on va tout sauvegarder dans un fichier de conf qui va s'appeler samconfig.toml. Hop. Et là, ça y est, je vais avoir un premier déploiement et on va pouvoir fouiller déjà dans la console AWS. On va aller dans Elastic Container Registry et on devrait voir apparaître ingestion data daily, voilà, qui vient tout juste d'être créé, 29 février, 13h43. Donc c'est parfait, on a un conteneur registry, mais il n'y aura toujours pas d'image qui est dedans. Donc maintenant, il faut déployer notre image de conteneur. Pour ça, c'est très facile. AWS fournit toutes les commandes qu'il nous faut. Il nous commence par nous dire il va falloir s'authentifier à votre Docker Registry. Donc, on copie la commande. Hop. Et login succeed, on va pouvoir pousser notre image. Ensuite, il me propose de faire un Docker build, Docker tag et un Docker push. On peut aller le faire plus vite, le Docker tag n'est pas nécessaire, il suffit de copier directement le nom complet, de faire un Docker build -t avec le nom exact qu'on veut. Et là ici, on le voit, il lance bien tout ce que je voulais avec le SBT. D'abord il récupère les fichiers, ensuite il lance un SBT assembly pour construire le jar, donc là c'est l'étape où on en est, et à la fin, il va récupérer le jar et passer à la suite. Jusqu'à présent, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des questions? Donc visiblement, pour le moment, pas de problème technique, vous voyez bien, c'est assez zoomé, tout se passe bien. Sur la partie choix de SAM, par CloudFormation, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient SAM déjà? Hop, et on va pouvoir faire notre petit Docker push. Alors, donc pendant que ça pousse tranquillement, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on verra bientôt là-dedans une image apparaître. Maintenant qu'on a créé notre CR et qu'on a poussé notre image dedans, je ne connaissais pas SAM, mais maintenant SAM intéresse. Très bonne blague, Clemcy. Donc on va pouvoir déployer notre cluster Fargate. Donc Fargate, ça fonctionne en 2 étapes. Tout d'abord, on va déployer donc on va plutôt donner une API, une interface, c'est-à-dire c'est là-dessus qu'on va pouvoir déployer des conteneurs. Donc je lui donne un nom et je vais lui donner aussi un capacity provider, c'est-à-dire en fait comment est-ce que mon cluster va lancer
mes conteneurs. Donc là, je lui dis, bah, moi, je veux faire du Fargate. Donc il va le lancer en mode Fargate. Et on peut même donner ça en plus pour dire que... Donc ça, c'est de la conf que j'ai trouvé sur Internet. On va pas forcément rentrer à chaque fois, comme je l'ai dit, dans tous les détails, sinon on s'en sortira pas. Donc je vais aller plus vite. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on détaille certaines confs, n'hésitez pas. Et maintenant qu'on a donc notre cluster, on va ajouter notre task définition pour dire, bah, j'aimerais bien déployer un conteneur. Donc notre task définition, hop, ça va être ici. Donc c'est toujours un type ECS avec task définition. Donc ECS, c'est la famille de Service Manager où on va retrouver Fargate et compagnie pour lancer des conteneurs en gros. Task définition va avoir besoin d'un execution role et d'un task role. Donc on va créer juste après, qui vont être en gros le rôle qu'on va lui donner pour avoir le droit de créer un conteneur et le rôle qu'on va lui donner pour avoir le droit d'exécuter le conteneur une fois que le conteneur est en train de s'exécuter. Network mode, si on regarde dans la documentation, alors on va commencer un peu à regarder, là je vous copie-colle un peu du code que j'ai déjà préparé, mais on pourrait se demander, ok, comment on fait pour créer un task définition? Je ne connais pas la doc par cœur. Donc un truc assez simple, c'est de taper tout simplement le nom de la ressource qu'on cherche à créer. Donc ici en l'occurrence task définition, et on arrive dans ce genre de page. Et dans ce genre de page, on va trouver tout en bas des exemples de comment on lance. Et donc là, c'est vers le bas de la page. Ici, il y a exemple. Et AWS donne 3 exemples déjà de comment lancer une tâche. Donc il donne des exemples assez gros, avec beaucoup de chance, pour ça qu'on ne va pas forcément partir de ça. Est-ce qu'on en a un plus petit? Non, ces 3 exemples, on en a un peu plus petit ici. Donc voilà, ça donne un peu les champs et des exemples de comment déployer un conteneur. Et donc le champ moi, qui m'intéresse, c'est pour savoir comment on fait du Fargate. Moi je veux savoir comment faire du Fargate. Donc je vais un peu rechercher dans la page où est-ce qu'on fait référence à Fargate. Donc je vois que ça en fait référence dans la mémoire et compagnie, et surtout dans Network Mode. Voilà, c'est là qui m'intéresse. Dans Network Mode, donc ça c'est le paramètre que j'ai défini ici, à AWS VPC, il est écrit, si on veut lancer des tasks sur Fargate, le AWS VPC Network Mode est requis. Il y a 4 valeurs qu'on peut mettre, et si on veut faire du Fargate, c'est AWS VPC, donc c'est pour ça que je ne me suis pas posé plus la question, je me suis dit je veux faire du Fargate, donc je vais mettre ce champ-là. En termes de CPU et mémoire, ça tombe bien. Je vais mettre, donc j'ai décidé, ça va être un petit conteneur. Hein, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc je vais mettre un quart de vCPU et 1 giga de mémoire. Et je vais dire que je veux que ça lance donc en Fargate. Donc ça va matcher avec ici. Ensuite, je vais définir mon conteneur vraiment qu'est-ce que c'est. Donc je donne un nom à mon conteneur, c'est de l'ingestion. Et je vais lui donner aussi des ressources et de la mémoire. Donc ici, ça le fait 2 fois. En gros, ici, c'est je veux déclarer une tâche qui a besoin d'autant de mémoire que ça. Et en fait, dans cette tâche, je peux mettre plusieurs conteneurs. Et donc, je peux avoir un conteneur qui utilise que la moitié de ce que j'ai mis pour toute la tâche. En l'occurrence, ici, j'ai qu'un seul conteneur, donc je peux tout utiliser. Et là, ensuite, je donne mon nom, le nom de mon image. Donc, je fais référence à la ressource ECR que j'ai créée. Et je récupère le repository URI qui va être cette valeur-là. Hop. C'est la valeur qui est ici. Donc c'est exactement ce que je veux. Auquel je rajoute un petit tag, les tests. On va rajouter de la conf. Donc ça, on l'a vu dans le code. Il y a besoin de variables d'environnement pour pouvoir s'authentifier à ma Aurora. Donc pour ça, il y a un bloc environment qui est à définir. Hop, pardon, c'était bien fait dès le début. À définir dans mon conteneur définition où je vais donner un nom de bucket, là où il va écrire en sortie son fichier, et tout ce qu'il faut pour s'authentifier à la base de données. Les valeurs viennent d'une autre stack CloudFormation qui a déjà été déployée avant, qui est celle en gros de l'application web qui existe déjà. On part du principe que cette application web est déjà déployée, existe déjà. Donc maintenant il faut que je crée mes petits rôles pour ma task définition, et je pourrais redéployer encore une fois mon application. Hop, alors pour ça, je vais d'abord partir d'un rôle qu'on peut pareil trouver assez facilement dans la doc, qui est
ou alors aussi ChatGPT. ChatGPT peut aussi être une très bonne aide pour ce genre de choses. Trouver un rôle de base où en gros, là ici, je crée un rôle, donc un AWS IAM role, qui est fait pour le service ECS Task. C'est que ECS Task qui peut assumer ce rôle. Et première chose, je lui donne une policy qui est managée par AWS, donc qui existe déjà par AWS, qui est Task Execution Role Policy, qui est en gros une policy qui permet de faire du Fargate. Pas beaucoup de commentaires là en ce moment. Réveillez-vous un peu le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du genre à utiliser les rôles managés, enfin les policies managées par AWS, ou est-ce qu'en général vous réécrivez tout vous-même? Parce que c'est vrai que ces policies, elles existent. Je les ai rarement vues utiliser et parfois leur défaut, ça peut être peut-être qu'elles sont pas list privilège. À vrai dire, c'est vrai que maintenant que je me mets à les utiliser, je les regarde pas trop. Je me dis, elles sont quand même assez pratiques. Est-ce que vous avez déjà utilisé? Quels sont votre avis sur ce genre de policy? Et donc, il va aussi falloir que je donne accès à différents services à mon conteneur. Donc tout d'abord, je vais lui donner accès à Aurora. Donc je vais lui donner accès à Aurora. Bon, je vais récupérer un peu des trucs verbeux qui sont un peu longs à écrire. Donc voilà, c'est un policy document que je vais écrire. Et le premier statement, ça va être un effect allow. Donc je vais lui autoriser des choses. Et en action, donc c'est assez simple. Je vais lui donner le droit de faire du RDSDB étoile. Donc je vais lui donner le droit de tout faire avec RDSDB. Et je vais aussi avoir besoin de Secrets Manager. Parce qu'en fait, pour accéder à ma base de données, il y a besoin d'accéder d'abord à un secret. Donc je lui donne tous les droits sur Secret Manager. Les ressources, je me fatigue pas trop. Je vais mettre aussi étoile. On est en phase d'exploration, donc c'est pas choquant de mettre des permissions un peu trop élevées. Et la problématique, quand on met des permissions comme ça, enfin ma façon de faire quand je démarre, c'est commencer avec des permissions très larges, histoire de faire un truc qui marche. Premier truc qui marche, pas trop se fatiguer. Et une fois que ça marche, itérer, recommencer à retirer des polices et regarder jusqu'où ça continue de marcher. On peut aussi chercher sur internet, évidemment, en général, il y a plein d'infos. On va aussi avoir besoin donc d'accéder à une clé KMS. Donc cette clé KMS, c'est la clé KMS qui va permettre d'accéder aux secrets de notre base de données. Donc là, je le copie. Et on va aussi avoir besoin d'accéder donc à un bucket S3. Donc access bucket. Et en action, je vais lui donner du S3 étoile. Voilà. Sur ressource étoile. Voilà. À partir de là, normalement, ici les rôles ont été retrouvés. Je vais pouvoir déployer. Donc on va faire un petit déploiement. On refait un SAM build, puis un SAM deploy. Cette fois-ci, j'ai plus besoin de faire un deploy guided. Je peux directement déployer. Et on devrait voir. Alors déjà, on devrait voir maintenant un conteneur qui est apparu. Bingo. J'ai bien mon conteneur en tag latest. Et je devrais voir aussi dans Fargate apparaître, c'est là, ECS, je devrais voir apparaître mon cluster. Voilà, mon cluster qui pour le moment n'a pas de service, pas de task. Alors dans un cluster ECS, on a les services qui sont pour des jobs long-lived. Vous voulez déployer un site web, typiquement vous allez le déployer en service dans un cluster. Et les tâches courtes, par exemple l'ingestion de données, c'est ce qu'on va faire, qui vont être donc des tâches. Et nous, on est bel et bien en train de déployer une tâche. Donc voilà, j'ai mon service. Enfin, j'ai mon cluster, et si je vais dans Task Définition, j'ai ma Task Définition avec toutes les infos la concernant, le nombre de CPU, etc., etc. Qui a déjà déployé un conteneur Fargate dans le chat? N'hésitez pas à parler de votre expérience et à vous dire un peu les difficultés. Si vous avez n'hésitez pas aussi si vous avez des difficultés, des questions concernant vraiment votre pratique courante et actuelle. On est aussi là pour ça. Donc j'ai mon Fargate, je pourrais mais ce que je veux, c'est le lancer de manière automatisée. Je veux que ce soit déclenché tout seul. Et on l'a vu sur le schéma. Pour ça, on va commencer à créer un step function. Donc step function. Hop, on va accélérer un petit peu sur la déclaration du step function. C'est assez verbeux à déclarer. Hop. Donc c'est assez verbeux. Pareil, il va avoir un rôle. Sur AWS, il faut donner un rôle à tout le monde pour faire tout. Voilà. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose sur AWS, il lui faut un rôle et des droits. Donc on va le créer juste après. Et c'est l'une des façons de définir un step function. Celui-là est assez simple.
il a un début, start at trigger Fargate task. Donc je trigger mon cluster qui je fais référence à mon Fargate task. Et ma task définition. J'ai ici un paramètre obligatoire, sinon ça ne marche pas. Pour pouvoir déclencher un ECS en mode Fargate, il faut lui définir son network configuration. Et en gros, il faut lui donner des subnets. Et là, ici, je fais référence à un paramètre. Donc, je ne vais pas créer des subnets moi-même. Je vais utiliser ceux par défaut qui existent déjà dans AWS. Sur tous les comptes AWS, AWS a déjà fourni un VPC et des subnets. Donc, je vais récupérer ces valeurs-là, par exemple, donc les subnets. Je vais utiliser ces deux-là. Donc c'est comme ça que j'ai fait référence. Et je lui donne un IP public, parce que si je lui donne pas d'IP public, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à récupérer mon image de conteneur. Ça a été le paramètre qui m'a permis de résoudre ce problème. Donc voilà, j'ai plus qu'à lui ajouter un rôle. Donc le step function est simple, il fait que déclencher mon Fargate. Et le rôle que je vais lui donner va aller en ce sens. Ça va être un rôle qui va avoir besoin... Hop. Donc ce rôle va avoir besoin de loguer. C'est cool de pouvoir loguer des choses quand même, pouvoir récupérer de débugger quand quelque chose ne se passe pas bien. Il va avoir le droit d'envoyer des événements. Peux-tu nous rappeler très rapidement l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Oui, bien sûr, Hamza, je peux rappeler l'objectif. Donc pour ceux qui sont arrivés un peu en cours, l'objectif est le suivant. On veut déployer une application d'ingestion de données quotidienne. Donc on a une base de données SQL avec un job Fargate qui va extraire les données, qui va être déclenché par un step function. Et comme step function n'a pas de fonctionnalité pour dire je veux tous les jours déclencher un job, on rajoute devant un event bridge scheduler qui va s'occuper d'envoyer des événements chronés à notre step function. Parce que step function ne se déclenche que sur événement. Et à la fin on écrit dans un bucket S3. Voici ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Est-ce que c'est clair, Hamza? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et donc on lui donne les permissions de ECS évidemment, puisque notre step function va travailler avec ECS et IAM pour pouvoir gérer les rôles entre ECS, entre step function et tout ça. Donc là on est bon pour notre Fargate et on va rajouter tout de suite notre petite Event Bridge Scheduler. Hop, on le rajoute devant. Donc là aussi très simple. Il va falloir lui créer son petit rôle. Il y a une expression cron pour dire je veux que ce soit déclenché tous les jours à 4h du matin. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le trafic qui est faible à 4h du matin. Là, on va quand même faire une requête sur la base de données de prod et qui va donc utiliser cette base de données. Donc idéalement, je le mets la nuit. Là, je veux que ce soit déclenché en live, donc je vais plutôt mettre une heure qui va arriver bientôt. Hop. Donc je mets 13. Parce que 13, en fait, c'est en UTC, donc ça sera 14h. Et bientôt 14h. Donc j'espère qu'en 2 minutes, on sera prêt. Et le petit rôle de notre Event Bridge, hop, qui va être là. Donc pareil, assez simple. Je dis que c'est Event Bridge qui peut l'assumer. Et je lui donne juste le state start execution. C'est tout ce qu'il doit faire, c'est démarrer une exécution. Donc c'est parti, on va rebuild. Et on va espérer que ça passe. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Attention. Damien, est-ce que tu es prêt? Est-ce que Damien en régie est prêt? On va faire des petites surprises quand même. Hop, on attend. Donc c'est bon Hamza, c'était bien clair la réexplication. Vous êtes actuellement 51 en live sur LinkedIn, je suis trop content. Mais je vous vois pas, je ne vous entends pas les gars. Alors allez-y, envoyez des messages. Montrez-moi que vous êtes là, montrez-moi de l'énergie. Donnez-moi votre énergie pour que ce déploiement fonctionne bien. Alors, on y est, ça tourne. Qui ici avait déjà utilisé la combinaison entre Step Function et Event Bridge pour pouvoir, avec Step Function, faire justement de l'orchestration quotidienne, ce qui normalement n'est pas prévu. Alors, ça peut être cool pour vous, vous maîtrisez AWS. Merci François. Hop, et ça a passé, bravo, super. On va pouvoir faire la fête. Yeah. Donc, maintenant, on devrait pouvoir voir tout
Et il est 14 heures. Alors, j'ai pas fait attention, voir si ça a été déployé juste avant 14 heures ou non. Donc, on va très vite le savoir. Il suffit d'aller dans Step Functions et regarder si une exécution de Step Functions a eu lieu. Donc là, ici, pour le moment, je ne vois pas d'exécution. On va aller voir côté EventBridge aussi. Et dans EventBridge, on va voir notre scheduler qui est apparu. Hop. Il est là, notre beau scheduler, il est enable. Alors, l'un des défauts d'EventBridge Scheduler, c'est que c'est pas une interface sympathique où on va voir tout ce qui a été exécuté et tout ça. Tout ce qu'on peut voir dedans, c'est notre expression cron, la target, et c'est tout. On va pas avoir de monitoring pour dire « Ah, il a déjà envoyé un message, oui, non, machin ». C'est pour ça qu'utiliser EventBridge tout seul pour faire de l'orchestration, on aurait pu se dire pourquoi EventBridge ne s'est pas directement occupé de déclencher notre Fargate. C'est parce que c'est très limité. Là, j'ai aucune information pour me dire ouais, c'est bon, ça a déclenché, ça a marché. Donc, c'est pour ça que je reste aussi sur un step function. Merci Ahmed pour ton message. C'est pour ça que je reste avec un step function entre mon EventBridge qui déclenche l'orchestration et mon Fargate. Parce que ce step function, lui, va avoir une interface qui va me permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Alors, hop, ici. Ah, il y a bel et bien une exécution qui s'est faite. Ça prend un peu de temps entre le moment où le message part et ça se déclenche réellement. On le voit, finalement, le message a été reçu 49 secondes après par notre step function. Et c'est là, donc, la petite interface minimaliste qu'on va voir avec step function. On a un petit graphe qui nous permet de voir qu'il y a un départ, ma tâche qui est déclenchée et une fin. Et en plus, boum, la tâche a fonctionné. Damien, s'il te plaît, est-ce que j'ai le droit à ma petite... Et ouais, on a mis le budget pour les effets spéciaux, comme tu l'as remarqué, François. Alors, on en était où? Le cluster. Donc, on va pouvoir voir maintenant aussi dans notre cluster qu'une tâche a eu lieu. Donc, si je fais un filtre sur toutes les tâches, voilà, j'en ai une qui est stoppée parce qu'elle a déjà été exécutée. Et j'aimerais bien voir des logs aussi. Donc, je vais cliquer dans ma tâche. Et ce que je remarque, c'est que j'ai rien. J'ai pas de log. Comment je fais pour avoir des logs? Là, je sais, en fait, bon, ça a passé, c'est vert, mais est-ce que vraiment il a fait ce que je voulais? Est-ce qu'il a uploadé un fichier? Bon, si je veux le voir, je peux toujours aller regarder dans S3 et voir si le fichier est apparu. Mais il me manque quand même des logs. Hein, j'ai absolument aucun log. Alors, c'est vrai que de toute façon, j'en ai pas mis des masses. Et j'ai bien mon fichier qui est apparu à 14h01. Donc, encore une fois, tu peux mettre les petits effets Damien. J'ai bien mon fichier qui est apparu, mais j'ai pas de log. Parce que j'ai pas configuré de log, tout simplement. Dans mon infrascode, je dois aussi configurer la façon dont je veux loguer. Donc ça, c'est une petite amélioration vraiment, que je pourrais faire, parce que là, tout s'est bien passé à la limite, hein, du premier coup, tout ça, parce que je me suis un peu entraîné, j'ai un peu triché. Mais si ça avait échoué, si j'avais eu des soucis, j'aurais bien voulu quand même pouvoir récupérer mes logs. Et donc là, on peut mettre ce qu'on appelle un log configuration, où on dit il faut utiliser en driver le AWS log, ce qu'il y a par défaut. Et tu logs dans ECS/ingestion, on va l'appeler ingestion daily, dans toujours la même région, donc EU West 1, et ça va être préfixé par ECS. Donc je lui dis de loguer dans un log group, il faut aussi le créer, ce log group. Donc ce log group, hop, ici, je l'ajoute. Donc c'est une ressource très simple, un log group, ECS ingestion, il faut aussi que je le nomme. Et très important, quand vous créez un log group, mettez des retention. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, vous allez loguer et garder vos logs à l'infini. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, au bout d'une journée ou deux, on s'en fout de garder ces logs. Là, j'ai mis 3 jours, mais en vrai, je pourrais le garder qu'une seule journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès demain, je ne verrai plus mes logs de hier. Alors, c'est vrai que c'est un job qui est censé tourner au quotidien. Donc, on peut se dire, allez, au cas où s'il y a une erreur le week-end, disons, il y a une erreur samedi, lundi, j'aimerais pouvoir débugger, donc je vais garder 3 jours. Il faut essayer de trouver un minimum de sens logique à combien de temps on va mettre. Donc, voilà. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à redéployer. Et on va relancer. Ça, c'est une fonction qui existe depuis assez peu, j'ai l'impression, dans Step Function, la possibilité de relancer. Alors, oui et non. Dans Step Function, un autre défaut qu'il y avait, disons une fonctionnalité qui manquait par rapport à Airflow, c'était de pouvoir relancer, par exemple, la tâche du milieu. Je veux relancer à partir de la tâche du milieu. Bon, là, j'ai qu'une seule tâche, mais disons que j'ai 5 tâches et je veux relancer la tâche du milieu. Avant, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire ça. Mais comme on n'a pas eu d'erreur,
Je pense pas que ce soit proposé, non, c'est pas proposé. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de dire je veux relancer à partir de la dernière tâche qui a échoué. C'est assez cool. Avant, il n'y avait pas. Et ça faisait partie des arguments qui me faisaient dire que quand même Airflow c'est cher, mais ça en vaut la peine. Aujourd'hui, Step Function devient vraiment de plus en plus complet. Mais on peut relancer une nouvelle exécution. Donc là, ici, hop, ça a redéployé. On peut relancer une nouvelle exécution à partir de celle-là. Ça va permettre d'envoyer exactement le même événement. Donc là, j'ai rien configuré de particulier dans mes événements qui permettent de déclencher, mais imaginons que j'avais des paramètres spéciaux et tout ça, et que je veux relancer exactement le même job, le même jour, etc. Utiliser le petit bouton, c'est très pratique parce que ça relance le même événement qui est là, qui est tout décrit ici. Hop, je redémarre l'exécution. Peux-tu élaborer un peu plus sur l'utilisation de Fargate dans ce cas d'usage? Quelles sont les alternatives? Les alternatives à Fargate, ça va être typiquement Lambda. On pourrait avoir exactement le même code que j'ai là qui tournerait dans une Lambda. Alors j'ai choisi du Scala, certains diront ouais, Scala en Lambda c'est lent et tout ça. Mais là, comme c'est un job qui ne doit pas tourner en temps réel, qui n'a pas besoin d'avoir une réponse en temps réel, c'est pas très grave d'avoir un cold start de 2 secondes. Et au pire, on peut aussi maintenant faire de l'optimisation avec GraalVM, même si ça apporte une autre difficulté sur les pratiques de code. Mais donc, sans rentrer dans les détails, ça serait une alternative. On peut aussi changer de langage tout simplement. Là où Lambda, j'ai préféré plutôt un Fargate parce que je trouvais que Fargate faisait plus de sens, c'est que Lambda, c'est quand même à la base fait pour justement répondre rapidement à un événement. Et donc ça a également un temps limite. On ne pourra pas créer de Lambda qui dure plus de 15 minutes. Et on aura aussi des ressources max à attribuer à une Lambda. Donc disons, pour ne pas être contraint par ce genre de choses, je crée un job Fargate et je suis beaucoup plus libre. Donc l'autre option, ça serait sinon de faire du Spark où on change de techno et on est un peu plus contraint par les langages. Avec Spark, on est obligé donc de faire soit du Python, soit du Java, soit du Scala, sachant que personne ne le fait en Java. Bon, très peu de monde, c'est vrai que j'en connais un peu. Si vous faites du Spark en Java, manifestez-vous et on vous bourra. Mais donc Spark, on l'a pas choisi ici parce qu'on disait qu'il n'y a pas beaucoup de données, donc ça fait peut-être un peu usine à gaz. Ça peut être une éventualité, ça aurait très bien fonctionné, ça aurait été déployé sur Glue au lieu d'être déployé sur Fargate. Mais voilà, l'idée c'était de commencer une ingestion batch où on sait qu'on a peu de données et tout ça. Et c'est plutôt sur la partie stream qu'on verra des technos un peu plus orientés data. Là ici en soi, comme vous le voyez, on a fait une ingestion de données. On n'a rien déployé de spécifiquement tagué data. Donc on se rend compte que en tant que data ingé, finalement, sur cet aspect-là de mon métier, ça va se rapprocher de ce que peut faire n'importe quel dev qui travaille sur AWS. Déployer un Fargate, déployer un step function, un event bridge, tout ça, normalement, un dev back par exemple, ça peut lui arriver d'avoir affaire à ça. Donc le travail de data ingé, parfois, c'est un travail de dev logiciel comme un autre. Après, on peut aussi toucher à des technos plus spécifiques data, mais finalement, il n'y a pas de raison de penser que ça nécessite... Enfin, ce n'est pas de penser que je ne suis pas data ingé, donc je ne peux pas toucher aux technos data. On va faire du Kinesis juste après, on verra que ce n'est pas spécialement compliqué. Donc là, ici, j'ai redéployé. Oui, je voulais redéployer mon exécution, et cette fois-ci, je voulais pouvoir voir mes logs. Donc mes petites logs, hop, je retourne dans mon Fargate, je vais dans la liste des tâches. Et dans ma liste des tâches, j'en ai une deuxième qui s'est créée il y a 2 minutes, ça va être celle-là. Normalement, dans mes logs, ici, voilà, cette fois-ci, je vais voir des petites logs apparaître. Tout à l'heure, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. Et donc, je vois bien qu'un fichier a été uploadé dans mon Imaya Data Lake Connections data.csv. C'est super, c'est exactement ce que je voulais. Pour la partie batch, c'est tout. Maintenant, on va passer à la partie stream. C'est-à-dire que, entre-temps, l'équipe a réfléchi et s'est dit ouais, c'est bien, maintenant qu'on fait du batch, on peut connaître tous les jours certains KPI qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. On voit par exemple que le dimanche, il n'y a personne sur notre site, donc on va peut-être commencer à travailler l'infra sur le dimanche et tout ça, optimiser l'infra. Mais j'aimerais bien un peu des stats en temps réel pour pouvoir travailler un peu, proposer même des features en temps réel sur mon site web basé sur la donnée. Donc pour ça, on va faire une ingestion de données en temps réel. Voilà, tout simplement. J'aimerais bien afficher en temps réel, moi, sur les pages web, combien il y a d'utilisateurs actifs en ce moment. Donc pour ça, je vais partir dans un autre module de mon projet qui s'appelle Streaming. Et dans ce module, j'ai développé un producteur de données qui va simuler de l'envoi de données, qui va simuler donc des adresses IP, des URL. Donc c'est toujours la même URL, example.com, auquel on envoie derrière un entier entre 1 et 50 qui donc vont simuler 50 pages web différentes. Et on va envoyer le tout à un Kinesis, à un data stream. Donc pour ça, hop, on va faire comme la dernière fois. On va commencer par créer notre
template.yaml qui sera encore une fois une SAMAP. Et cette fois-ci, on va pouvoir beaucoup plus exploiter notre SAMAP. Ah oui, je vous remets un petit, je vous montre quand même un petit schéma pour montrer à quoi ça va ressembler. J'ai fermé mon onglet tout à l'heure. Non, je ne trouve plus mon onglet. Pourquoi je ne le trouve plus? Non. Bah alors, il est passé où mon onglet? Historique. Onglet. Bon. J'ai dû l'écraser sans faire exprès. Hop. Donc voilà, hop, diaporama. Cette fois-ci, l'archive ressemble à ça. Donc on a toujours notre base de données Aurora qui est peuplée par notre web app en mode CRUD. Mais cette fois-ci, au lieu de se plugger sur la base de données et tous les jours requêter notre base de données pour récupérer tout ce qu'il y a dedans, on va en fait récupérer les événements au fil de l'eau. Et le site web va envoyer également des événements à un Kinesis Data Stream. Donc ça, c'est un topic, c'est un peu comme du Kafka, sauf que c'est basé sur Flink, qui va permettre de récupérer des messages et derrière d'autoriser d'autres applications à consulter ces messages. Et donc ce data stream va déclencher une lambda. Lambda et Kinesis, ça va très bien ensemble parce que Kinesis, ça envoie des événements et lambda, ça se déclenche très bien avec des événements et ça doit répondre rapidement. Et en général, des traitements de données en temps réel, on veut que tout aille très très vite. Donc tout est bien fait pour être ensemble. C'est une archi très très classique. Et cette lambda va à la fois créer un stockage à chaud dans une DynamoDB pour pouvoir exposer des valeurs en temps réel, par exemple combien y a-t-il d'utilisateurs sur cette page web, va écrire un stockage plus froid, donc va envoyer des messages à Kinesis Data Firehose, qui est un service manager un peu de sync, qui va récupérer plein d'événements et va les écrire dans un fichier parquet sur S3. Donc c'est comme ça qu'on va le configurer. Donc c'est avec un stockage froid qui va nous permettre de faire du traitement de données à froid. Par exemple, toujours des jobs de transformation de données tous les jours, comme on avait avant. Sauf qu'avant, on requêtait la base de données pour écrire un stockage froid dans S3 qui est exploité derrière. Aujourd'hui, on fait tout en temps réel. Comme ça, la base de données, on la laisse tranquille. Et on peut un peu lancer notre traitement de données quand on veut, à tout moment de la journée. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Hop. Donc mon petit template.yaml, non c'est pas celui-là, il est là, mais je vais récupérer des informations de l'autre. Donc je vais récupérer le header de l'autre, alors ça c'est pareil, c'est des trucs dont j'ai pour aller plus vite. Quand je commence à créer un fichier, je récupère toujours tout ce que je peux récupérer d'un autre fichier. Première chose que je vais vouloir créer, donc, c'est mon data stream et ma lambda. Et là, on va rentrer dans ce que SAM apporte réellement en termes de puissance. Normalement, si je vais créer une lambda, je tape CloudFormation, lambda, et je vais tomber sur lambda, fonction. Et ici, je vais juste avoir de quoi créer une lambda. Je vais avoir plein de champs qui vont me permettre donc de créer ma lambda. Et je vais créer juste une lambda. À côté, si je veux créer un data stream, il va falloir que je crée CloudFormation, Kinesis Data Stream. Et là, j'ai une autre ressource qui me permet de créer mon data stream. En plus de ça, il faudra que je crée les permissions IAM pour que le data stream déclenche la lambda, et etc. Beaucoup de choses, et le rôle IAM de la lambda, bref, beaucoup de choses. Et autant d'objets. On l'a vu sur le Fargate, au final, j'ai créé plein d'objets pour créer un Fargate. J'ai créé quand même beaucoup de choses. Avec SAM, on va avoir un framework qui va permettre de simplifier tout ça. Et en une seule ressource, je vais pouvoir créer le data stream. Non, pardon, pas le data stream. Il est où? Non, pas le data stream. Mais je vais pouvoir créer ma fonction avec toutes les permissions pour que mon data stream puisse y accéder. Pardon. Donc c'est quand même pas le data stream, mais beaucoup de choses. Donc là, ici, il va falloir que je crée les autres ressources. J'ai AWS Serverless Function. Et dedans, je vais lui dire, va chercher pour te construire dans le dossier src au même endroit. Donc là, j'ai mon template.yaml, j'ai un dossier src qui est ici avec un fichier qui s'appelle consumer.py. Tu vas chercher dans src un fichier qui s'appelle consumer.py et lambda handler. Pour le moment, il n'y a rien dedans. On le fera aussi ensemble. Je choisis mon runtime. Là, je vais le faire en Python. Tout à l'heure, j'ai fait en Scala. Cette fois-ci, je vais le faire en Python. Je lui donne toujours des variables d'environnement. Donc, c'est le nom de la table Dynamo dans lequel il va écrire les données et le nom du Firehose dans lequel il va également écrire les données. Donc, ça va être une sortie en Y.
Et ici, je vais avoir un bloc event. Donc là, ça va me permettre d'économiser beaucoup de lignes de CloudFormation normalement. Où je lui dis, bah, en fait, ça va être déclenché par un stream de type Kinesis. Voici le nom du stream. Et on va t'envoyer 100 messages par 100 messages. Bon, ce ne sera pas 100 messages par 100 messages s'il n'y en a pas autant que ça. Nous, par exemple, on va en envoyer 5 toutes les 10 secondes, donc ils vont en recevoir 5 à la fois, mais jusqu'à 100. Et on va gérer aussi les policies ici pour dire que, quelles sont les permissions. Donc pareil, pour DynamoDB, je vais lui donner une policy qui est managée où je lui dis donne-moi les droits qu'il faut pour DynamoDB avec ce nom de table. Et je veux full access sur Kinesis. Et ça, hop, ça configure directement tout ce qu'il faut pour ma... Ça donne à la fois le droit à mon data stream de déclencher ma lambda, sans avoir rajouté ça explicitement comme je l'ai fait tout à l'heure entre les step functions et compagnie. Et ici, ça configure ma lambda pour qu'elle ait bien toutes les permissions sur DynamoDB et sur Firehose. Le tout en un, très pratique. Et ça, c'est AWS Serverless Function, qui est différent donc de AWS... il était là... Voilà. AWS Lambda Function. Ça permet tous les deux de créer des lambdas, mais il y en a un qui embarque plus de choses que l'autre. Et maintenant, j'ai plus qu'à créer ce qui manque. Donc, mon data stream. Un data stream, ça va être très très simple à déclarer. Hop. Donc, je dis juste que je veux un shard, c'est pour tester. Hein. Un shard, c'est en gros le partitionnement. Une DynamoDB. DynamoDB avec un schéma où je vais rester très, très simple. Je vais juste donner la clé primaire. Ma clé primaire, ce sera l'IP. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de connexions par IP. Donc je vais recevoir des événements avec une adresse IP et une page web. Et je vais juste compter combien de fois je reçois la même adresse IP. Un use case très très simple. Et je vais créer mon Firehose. Firehose qui va demander un peu plus de détails. Donc on va essayer d'avancer, on va pas forcément aller loin dans le détail de qu'est-ce qu'on a mis dedans, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, stoppez-moi, mettez la question, on prendra le temps. Sinon, on avance, on va le faire vite. Je lui donne un nom, je lui dis qu'on va faire des poutres dedans, je lui mets le bucket, je lui configure le bucket dans lequel je veux qu'il écrive, évidemment, puisque l'objectif d'un Firehose, c'est de recevoir de la donnée et de l'écrire quelque part. En l'occurrence, ici, un bucket. Et je lui donne le rôle qu'il faut pour qu'il écrive dans le bucket, que je vais créer aussi. Quand on est en événementiel, on n'en a pas trop parlé, mais il faut toujours faire attention aux événements qui partent en erreur. C'est pas pareil qu'un quotidien. Quand on fait du run quotidien, si on a une erreur, on a juste à le relancer le même run qu'hier, ou de toute façon il va se relancer le lendemain. Quand on est en run événementiel, l'événement il est perdu, donc il faut savoir comment le recréer. Il faut savoir surtout à quoi il ressemblait pour pouvoir débugger. Donc à ce moment-là, en général, il y a des patterns assez classiques aussi pour gérer les événements qui partent en erreur. On appelle ça les dead letter queue avec SQS. Mais là, ici, c'est surtout aussi la donnée qu'il devait écrire. Il va partir ailleurs dans un format d'erreur. Je lui donne de la conf pour savoir comment il écrit. Bref, tout ça en passe. Et un log group pour pouvoir débugger et avoir des logs quand il y a un problème. Quand vous faites, petit conseil, quand vous faites du temps réel, et que vous avez des gros flux de données, imaginons 100 messages par seconde, 1000 messages par seconde, faites attention aux logs. Là, par exemple, ma lambda, imaginons qu'elle est déclenchée 100 fois par seconde. Et que je log un message juste débile pour dire coucou, je suis bien rentré dans ma lambda, elle est bien exécutée. Juste un message qui, moi, me servait lors de mon debug à m'assurer que ça s'est bien exécuté. Dites-vous qu'à 100 messages secondes, écrire ce log-là 100 fois, ça va coûter de l'argent parce qu'en fait, CloudWatch, plus on écrit dedans, donc c'est le service manager de log dans AWS, plus on écrit dedans, plus ça coûte cher. Et ça coûte assez cher, CloudWatch. Donc il faut faire très attention quand on fait du temps réel à pas loguer n'importe quoi. Et en général, en fait, on désactive les logs. Et on les active que quand on a un souci, le temps de débugger. Et il faut bien penser à les désactiver après. J'ai certains de mes anciens collègues normalement qui sont présents aujourd'hui de chez SNCF Connect. Je leur fais un petit coucou. J'ai moi-même, à un moment où je testais ma petite lambda sur l'environnement de recettes qui devait faire de la collecte de données, activer les logs pour m'assurer du contenu du message. Et sauf que même sur l'environnement de recettes, on fait des tests de charge qui balancent la sauce. Ça simule en fait la prod du site. Donc on est sur des centaines et des centaines de messages secondes. Et en une journée, j'ai coûté 2000 €. Voilà. Donc le genre d'erreur qu'il faut faire attention. C'était le petit conseil, faites attention à vos logs. Et je vous embrasse SNCF Connect, on s'est quitté bons amis quand même malgré ça. Donc j'en étais où? Il manque le rôle pour Firehose, donc j'ajoute le petit rôle vite fait. Toc. Ah, je vois des petits messages, des petits emojis lol. Et voilà.
Donc j'ai mon petit Firehose. Et maintenant, je pourrais déployer le tout, mais juste pour le moment, j'ai une lambda vide. On va juste créer une lambda qui fait pour le moment Hello World, histoire de pouvoir déployer. Donc, hop, je vais faire un def main. Print Hello World. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire, hein, mettre des prints dans une lambda, mais ici donc on est sur une petite lambda. Alors je vais configurer rapidement mon interpréteur Python. Je l'avais fait, mais visiblement ça a sauté. Tac tac tac. Donc ça me permet dans IntelliJ d'avoir l'autocomplétion, ce qui est toujours assez pratique. Existing environment. Non, il n'est pas existing celui-là, c'est vrai. Donc poetry environment. Autodetect. Ok, il va me créer un nouvel environnement, c'est parfait. Et le rouge va disparaître sous vos yeux ébahis. Ah, je comprends pourquoi SNCF n'a plus le budget pour faire démarrer ses trains à l'heure. Oh non, il faut pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et d'ailleurs, SNCF et SNCF Connect sont deux entités différentes qui n'ont rien à voir. Hop. Donc là, je vais pouvoir faire mon petit SAM build et refaire un SAM deploy guided parce que là, je suis sur un nouveau projet. Donc, il faut que je le reconfigure. Je vais l'appeler streaming demo. Hop. Là, j'ai rajouté des paramètres pour les subnets. Donc, c'était tout en haut dans mon template. J'ai mis une valeur par défaut, mais il me propose de changer cette valeur si je le veux, mais je ne veux pas le changer. Je veux toujours pas confirmer, je veux toujours pouvoir créer un rôle, je veux activer le rollback, je sauvegarde, j'ai toujours pas d'environnement, on va travailler que sur default. Et c'est parti. Pendant que ça déploie, donc là rapidement on l'a vu finalement, déployer une infrastream, ça a été moins d'objets que de déployer une archibatch. On a juste un Kinesis stream, une table dynamo, ça c'est pour notre sortie, notre Firehose qui pointe sur exactement le même bucket qu'avant. Qui va écrire dans le dossier data. Et on va le voir aussi grâce à ça, ça va être partitionné par année, mois et jour. Donc ça va être assez cool, on va pouvoir écrire des fichiers directement au format parquet et en partitionner année, mois et jour. Hop. Un petit rôle pour notre Firehose, comme j'ai dit, tout ce qui est sur AWS, qui veut faire quelque chose doit avoir l'autorisation de le faire. Notre fonction lambda, et c'est tout. Donc par rapport à tout à l'heure, personnellement, quand j'ai comparé les deux solutions, j'ai trouvé ça plus facile de mettre en place un Kinesis Stream. Alors en revanche, on n'a pas encore développé notre consumer. Donc ça va être ce qu'il nous reste à faire. Ah oui, j'ai pas déployé le produceur non plus. Le produceur, je vais vite fait récupérer. Hop. Où est-ce que je l'ai le produceur? Tac. Voilà, produceur. Donc le produceur, je vais le faire en Fargate, mais je vais pas le détailler parce que c'est pas le sujet, c'est juste pour simuler finalement de la donnée. Donc je le détaille pas, je vous le mets là. Faites-moi confiance sur le fait que c'est ce qu'il faut et que ça marche. Alors si, il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que hop, cette fois-ci, je vais créer un service. Hein, je parlais tout à l'heure, les services c'est fait pour ce qui tourne sur le long terme. Alors que les tâches, c'est pour du court terme. Et là, mon producteur de données, je veux qu'il tourne en permanence. Donc ça va bel et bien être un service. Hop. Donc ça va bel et bien être un service ici, ECS service. On va le voir apparaître d'une autre façon dans notre cluster ECS. Il faut aussi évidemment que je construise l'image. Donc d'abord, je vais redéployer. Donc je vais déployer. Pourquoi je les redéploie? Parce que c'est là, je vais créer mon ECR qui va me servir à mon producteur. Et j'ai mon petit producteur.py, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ah non, je ne l'ai pas montré. Qui a une boucle while infinie, qui envoie des messages 5 par 5 avec des IP, des URL et des dates générées automatiquement. Voilà, tout simple. Hop. On va boire un petit peu d'eau pendant que ça charge. Alors, j'ai une démo qui marche pas. Damien, petite erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les subnets n'existent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, j'avais les mérités avant. Bon,
Tu y es ou pas, Damien? Ah, vous avez le bruit, on les effets. On a mis le budget. C'était mon petit caprice que j'avais demandé à Damien avant de démarrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que dit le message d'erreur, c'est create service error, subnet. The subnet does not exist. Ah. Et moi, je suis sûr qu'ils existent normalement, puisque sauf s'ils ont changé. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller regarder. En général, quand il y a un message d'erreur, AWS se trompe pas. Donc, on va aller chercher ça. Subnet. Mais en plus, ce sont les mêmes que j'ai utilisés tout à l'heure, donc ils existent bel et bien. Toc. Donc on le voit, ils existent. Donc le problème doit venir de la façon dont je les ai écrits, de la syntaxe. Ah oui, j'ai oublié un petit détail, je crois. Je crois que j'ai oublié de les mettre entre cut comme ça. Alors ça, c'est de la syntaxe pure. C'est vraiment des petits problèmes de syntaxe. C'est surtout de créer des listes de strings, en fait. C'est un peu compliqué. Et ah oui, on le voit derrière, il fait un rollback. Donc comme il n'a pas réussi à déployer ce que je lui ai demandé, il va supprimer ce que je lui ai demandé de déployer. Pendant qu'il rollback, on va tranquillement créer notre petit consommeur de données. Hop. Donc notre consommeur de données, déjà, j'ai dit dans notre infra qu'il faut que la fonction d'entrée s'appelle lambda handler. Et ici, on a main. Donc on va renommer en lambda handler. Et première chose qu'on va faire, c'est configurer un peu la façon dont on va parler à AWS. Donc là, c'est simple. Je crée une connexion à DynamoDB parce que je vais vouloir lire dans DynamoDB. Donc c'est boto3.resources et le nom du service. Parce que ce type de service est considéré comme ressource. Et pour Firehose, c'est un client. Voilà. Il y a des ressources, il y a des clients. Et sinon, c'est la même déclaration. On va récupérer le nom de la table dans notre environnement. On l'a passé en verbe d'environnement, je le rappelle. Et le nom du Firehose stream, toujours aussi dans l'environnement. À partir de là, je vais avoir une structure de code assez classique quand on travaille avec Firehose, c'est en entrée cette boucle. For records in event record. Ah oui, parce qu'il faut aussi quand même que je définisse events et contexte. Ce sont les deux paramètres qui sont passés par défaut à une lambda. Une Kinesis data stream qui va déclencher ma lambda va envoyer toujours un event et un contexte. Donc il faut que je les prévoie comme paramètres. Et dans cet event, je vais avoir un champ records, et ce champ records va être donc jusqu'aux 100 événements que j'ai dit qu'il pouvait y avoir dans notre stream. Donc, première chose que je dois faire, cet événement, je le reçois en base 64. Donc, je vais... Ah, j'ai pas fait mon poetry install, c'est pour ça qu'il râle. Hop, je vais installer mes requirements, comme ça il râlera plus au-dessus. Donc Poetry, c'est juste parenthèse, c'est le package manager que j'utilise en Python, que je recommande aussi si vous voulez en savoir plus. Il y a de super articles sur notre blog qui parlent de Poetry. Donc je récupère mon payload qui va être dans le champ Kinesis Data. Donc ce genre d'information, vous l'avez en fouillant la doc, en épluchant. Là, on va essayer d'aller assez vite. Et il faut le décoder du base 64 et on peut le charger en JSON dans un objet Python. À partir de là, moi, ce que je vais faire, c'est récupérer l'adresse IP. Donc, je vais faire IP égale data de IP. Et je vais me connecter à ma table. Donc, pour me connecter à la table, ma table Dynamo, parce que la première chose que je vais faire, c'est écrire dans ma table. Dynamo.table. Non, oui, si c'est ça, de table name. Donc là, je crée une connexion à ma table. Maintenant, je vais vouloir mettre à jour ma table. Mettre à jour un item dans ma table. Cet item, je peux le référencer via ma clé primaire. Ma clé primaire, je l'avais définie tout à l'heure dans mon infrascode. C'est mon IP. Et alors, je ne vais pas la détailler à la main toute la requête, mais donc, ça, c'est ma façon dont je détecte mon objet. Ça, c'est mon expression pour dire je vais updater mon objet. Donc, je vais ajouter dans viewCount, je vais l'incrémenter. Et l'incrément, ça va être 1. Voilà. Donc ça, c'est pour dire viewCount, je lui ajoute 1. Et c'est un update. Maintenant, il faut aussi que j'écrive dans Firehose
Donc je vais créer un Firehose record qui sera égal à... Donc pareil, j'ai un formalisme assez précis à suivre, hein. Il y a un champ data qu'il faut créer, qui sera au format JSON. Donc je vais dumper mon data que j'ai chargé tout à l'heure. Et je ne vais pas envoyer un par un les événements dans Firehose, je vais vouloir les batcher, comme j'ai reçu un batch, tout comme j'ai reçu un batch. Donc en fait, avant ça, je vais créer une liste de Firehose records que je vais mettre tout au début de ma fonction. Hop, et je vais append dedans pour chaque tour de boucle. Hop là, voilà. Et en dehors de ma boucle, donc une fois que que je suis sorti de ma boucle, si jamais j'ai bel et bien eu des événements, hop là, il faut que je mette un cran plus bas. Si jamais j'ai bel et bien eu des événements dans mon record qui sont append, eh bien alors je vais faire un put record batch vers mon Firehose de tous mes records. Et à toute fin, je vais retourner un petit success. Hop. Donc ça c'est mon stream. Pour le déployer, j'ai rien de plus à faire que de déployer ma lambda. Donc on l'a vu tout à l'heure, j'avais un petit souci pour mon SAM. De façon à pas trop galérer, pour le moment, je vais... Enfin, surtout de ne pas perdre trop de temps là-dessus, je vais enlever le service et je vais tout déployer sans le service. C'était ce qui échouait et comme ça on aura juste le temps après de débugger le service. L'avantage ici c'est quoi? C'est de gagner du temps sur le debug. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps à détruire des ressources qui avaient réussi d'être créées parce qu'il y en a une dans le lot qui a échoué. Bon, pour éviter de reproduire cette erreur et de débugger plus vite et de gagner en vitesse de ma boucle de feedback, de je teste quelque chose et je vérifie si ça marche, j'isole le composant qui a un problème, je déploie tout le reste qui marche bien et je redéploierai celui qui ne marche pas. On est déjà arrivé à la fin de l'heure. Je ne sais pas si vous êtes encore un peu chaud pour continuer. Moi je le suis, je pense qu'il y en a en plus pour 5 à 10 minutes, histoire de finir au moins cette démo-là. Avant de partir, si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions, parce que il vous en restait une avant de pouvoir partir, c'est le moment. Et comme ça, je pourrai y répondre. Pour ceux qui sont encore chauds pour rester, on en a pour 5-10 minutes, on finit la démo et on pourra clore ce live. Hop, donc là tout a bien été déployé. Je vais décommenter mon service, celui qui posait problème, et je vais retester de le déployer. Et en attendant, je vais regarder un peu ce qui a été déployé. Donc je vais pouvoir voir mon petit service qui s'appelle Lambda et celui qui s'appelle Data Firehose. Et j'en ai un dernier dans DataStream. Kinesis, DataStream. Donc mon DataStream, il a bel et bien été déployé ici, il est actif. Je vais retrouver ma Lambda aussi qui va s'appeler Streaming Demo, qui est bien, on le voit, il y a une petite interface qui est assez sympa, qui est bien indiqué, qui est déclenché par un Kinesis. Et je peux également voir mon code ici, et me le changer en temps réel là-dedans et pouvoir comme ça tester très rapidement. En général, ça m'arrive quand j'ai un petit bug dans mon ingestion. Je fais une petite modification console rapide, hop, genre je rajoute un print par exemple pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Des choses comme ça. Et je déploie, ça va très vite, c'est quasiment instantané. Ça évite en fait de relancer là-dedans, qui est un peu une usine à gaz, qui va mettre un peu du temps pour juste tester, débugger un petit truc, et ça ne fonctionne toujours pas. Alors, toujours un subnet qui n'existe pas. Hein. C'est problématique. Tu peux remettre le petit effet Motus, hein, parce que je sens que malheureusement, le service, je n'arriverai pas à le déployer dans le temps imparti. Et voilà, c'est un peu l'effet démo. Ça a fonctionné hier, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est la vie. Et je ne vois pas ce qui me manque par rapport à hier. Je vais m'assurer que je l'ai bien récupéré en entier. Non, ça n'a rien changé.
Sinon, donc la définition de ce service est assez simple. Le network configuration, c'est exactement ce qu'on avait mis dans la façon de déclencher notre tâche tout à l'heure, sauf que là, comme c'est un service, il est long-lived et dès qu'il est déployé, il est exécuté. Donc je lui donne directement ces informations. Et quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'était déployer aussi le consumer, ce fameux producteur. On n'a pas déployé le conteneur, mais bon, ça ne servira à rien de le faire puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il n'y en a qu'un des deux qui ne fonctionne pas. Je peux essayer de voir s'il n'est pas possible tout simplement de ne pas le mettre. On va l'enlever celui-là. Hop, peut-être qu'il sera plus content. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va retourner sur l'interface, le temps de voir que ça redéploie. Donc voilà, on a nos petits logs. Et on peut monitorer ici facilement, accéder à CloudWatch directement pour voir les logs de notre Lambda. Lambda qui pour le moment n'est pas déclenché parce que dans le stream, nous n'avons rien du tout. Et le Firehose, qui est Amazon Data Firehose, qui est donc l'un des points de sortie de notre Lambda, où vont être écrites des informations. Pourtant on voit qu'il y a déjà des choses. Je sais pas ce qu'il reçoit. En revanche là, peut-être qu'il y a un message. Ça doit être le message. Peut-être qu'il y a des messages par défaut qui sont faits pour tester que la connexion entre Lambda et Kinesis se fait. C'est tester qu'en gros ma Lambda a bel et bien le droit de requêter le Firehose. Et ça me permet dans l'interface d'avoir des messages directs pour me dire attention, vous avez oublié une permission. C'est le genre de choses qui existent. Hop. C'est le genre de choses que fait AWS pour vous, pour détecter les problèmes. On va réessayer une dernière fois. Ah oui, j'avais dit je voulais déployer le conteneur aussi. Je n'ai pas déployé le conteneur. Bon, on va déployer le conteneur à côté en parallèle. Donc cette fois-ci, on va retourner dans le ECR. Le ECR, il est là-bas. Et je vais voir un nouveau repository apparaître qui s'appelle Producer. Je récupère ça et je vais pouvoir faire mon Docker CD streaming. Docker build -t. Hop. Et si on regarde rapidement dans mon Dockerfile, c'est tout simple. Ça installe les dépendances avec Poetry et ça lance mon Producer. Poetry run en entry point et là en CMD, j'ai mis Producer. Si je regarde mon payproject.toml, il y avait une fonctionnalité en bas qui me permet de définir des scripts, de dire en fait Poetry Run Producer, ça va lancer tel fichier et telle fonction. Et dans Producer, je vois bien ma fonction qui s'appelle main qui est ici. Voilà, ça c'est bien déployé. Dans Producer, je vais voir normalement mon image. J'ai bien dit normalement. Ah oui, non, je l'ai build, mais je l'ai pas push. Hop. Ah oui, ouais, je la tête. Ici, ça fonctionne toujours pas. On va tenter une dernière chose. Et si le subnet passe pas, tant pis. De toute façon, on aura quand même eu l'essentiel. On va mettre les subnets en dur. Il est là, mon service. Toc. Donc pareil, ça c'est le genre de démarche qu'on peut avoir de debug. C'est je veux faire les choses proprement, ça marche pas. Bon, bah tant pis, je vais essayer de vous tester de manière plus simple en utilisant moins de trucs. Donc je voulais créer une variable, un paramètre pour éviter de mettre les valeurs en dur, de façon à ce que mon code puisse être un peu partageable. Et demain, si je veux le déployer sur un autre compte, un autre projet, un autre environnement, on peut facilement, là, j'essaie de tester quelque chose de plus simple. Je mets les valeurs en dur et je me dis, là, normalement, si ça passe pas, il va y avoir un problème ailleurs, peut-être un problème de région. Donc c'est comme ça que je creuserai, que j'itérerai pour essayer de trouver où est le problème. Hop. Et on va attendre tranquillement. En attendant, est-ce qu'il y a des questions pour qu'on conclue ce live? Puisqu'on arrive au fin du live. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces sujets-là, donc je vous ai présenté un peu mon métier au quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien quand je travaille? Quelles sont les problématiques que je rencontre? Là, par exemple, ça c'est typiquement un debugging que je peux avoir concrètement et que je dois être amené à résoudre. Si vous souhaitez donc avoir plus d'informations, une formation plus complète sur le sujet de data engineering dans AWS, il faut savoir que ce que je viens de vous présenter, c'est la partie un peu exercice d'un chapitre d'une formation qu'on a écrit chez Imaya qui s'appelle Data Engineering dans AWS. Et le concept de cette formation est simple, c'est vous êtes un développeur logiciel, ça peut être back, front, mobile, ce que vous voulez. Vous êtes amené à travailler dans AWS et aujourd'hui, vous allez avoir plus de chances d'être confronté à la problématique de on produit de la donnée, notre site web produit de la donnée, il faut bien en faire quelque chose, on aimerait la collecter.
Et pour éviter d'avoir une équipe silotée qui s'occupe de la collecte de données à droite à gauche au sein de toutes les feature teams de notre par exemple, site web, application mobile, etc., on pourrait se dire, bah non, mais chaque équipe qui produit sa donnée devrait être owner de sa donnée. C'est un peu pour faire un raccourci, le concept un peu de data mesh, qu'on peut voir aussi comme du DDD appliqué au monde de la data. Bon, je résume, je fais un gros résumé, je veux pas de levée de bouclier et de torche qui dit attention, t'as mal expliqué les choses, je résume globalement. Mais c'est un peu ce vers quoi on tend vers ce que chaque équipe, chaque feature team soit un peu owner de sa donnée et soit capable de s'en occuper. L'objectif de cette formation, c'est ça, c'est donner des outils, donner ces outils qui peuvent manquer à certains profils de développeurs pour dire, bah voilà, avec ça, vous devriez être capable de gérer votre ingestion de données, que ce soit en mode batch ou en mode streaming. Je vous montre les patterns, le chapitre en question, je vous montre les patterns les plus classiques qui existent. Là, je vous ai montré 2, on pourra en voir d'autres. Et toute la formation un peu fait un tour de AWS et des bonnes pratiques de dev associées au monde de la data. Parce que certaines bonnes pratiques de dev sont assez spécifiques quand on va gérer de la donnée. On va avoir des tests unitaires qui vont gérer de la donnée, des choses comme ça. C'est tous les tips cette fois-ci, ça a fonctionné, notre déploiement et bon, on va pouvoir faire notre démo jusqu'au bout. Mais donc tous ces tips que j'ai pu un peu récolter au fur et à mesure de mes expériences, c'est ce que je partage dans cette formation avec d'autres collègues, on est plusieurs. Et ensemble, donc, on vous donne un peu tout ce qu'on sait à propos de ce métier de data ingénierie dans AWS. Donc ça s'adresse à tout type de développeurs qui ne viennent pas du monde de la data, mais ça peut aussi s'adresser à des machine learning engineers, des data scientists, qui aujourd'hui sont aussi de plus en plus amenés à gérer leur ingestion de données. Ils ne font pas que de la modélisation. Pour faire une modélisation, il va falloir d'abord ingérer sa donnée. Donc c'est également totalement la cible de cette formation. Voilà, c'est la fin de l'instant promo. Et on en revient à la démo finale, où on devrait voir dans notre DynamoDB que nous venons de créer, et que je n'ai pas encore ouverte, cette DynamoDB, nous devrions voir des adresses IP apparaître avec des valeurs. Donc je vais faire Explore Item. Je vais aller dans ma table, je l'avais super bien nommé, et je vois déjà des adresses IP, et on va essayer de voir si certains compteurs augmentent. C'est vrai qu'avec le nombre d'adresses IP, on n'est pas prêt d'en voir... j'ai littéralement proposé de mettre toutes les adresses IP, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'en voir passer à 2, mais en tout cas on le voit, ça incrémente bien, on est à 50, et toutes les 10 secondes, on va en avoir 5 de plus. Et si jamais on produit 2 fois la même IP, donc le petit compteur ici, viewCount, s'incrémentera. C'est tout pour cette démo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vois qu'il reste encore 36 personnes, c'est énorme. Ça m'a fait super plaisir de faire ce stream. C'est la première fois que je fais un stream et franchement j'étais trop content. Pour moi c'est un peu un rêve de gosse d'animer un peu à la manière Twitch, ce genre de choses. Si c'est un format qui vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à vous manifester, que ce soit en commentaire plus tard, des messages, ce que vous voulez, des lettres à la poste. 156 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement, envoyez une lettre à la poste, ça nous fera plaisir aussi. En tout cas, pour moi, c'était vraiment cool à faire. J'espère qu'on sera amené à en faire d'autres. J'espère aussi qu'on verra un peu plus de messages dans le chat, un peu plus d'interactions. Merci pour ces petites réactions emoji. Mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir. L'idée, c'était d'avoir de l'interaction. Et je vois un dernier message de Hamza. Peux-tu nous parler de comment intégrer une CI/CD à cette démo ? Quels éléments devons-nous y inclure ? Oui, tout à fait, une CI/CD. Alors là, on est sur AWS. On pourrait utiliser les services managés AWS qui sont Code Build, Code Deploy, Code Pipeline, un peu toute la stack qui s'intègre bien avec tout ce qui va être SAMAP et compagnie. Après, personnellement, je suis un peu plus fan d'outils comme GitLab CI, GitHub Actions. Donc si on travaille, si dans l'entreprise dans laquelle on est, l'équipe dans laquelle on est travaille avec GitLab ou GitHub, à choisir en fonction d'eux. Il y a également des services indépendants comme CircleCI, Travis CI, Jenkins, lol. J'ai ma petite préférence moi, pour GitLab CI, que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup, et donc ça serait un pipeline simple qui commencerait par packager mon code, déployer le conteneur, et enfin en dernière étape, déployer l'infra. Voici comment je le verrais. Et en gros, les commandes que j'ai tapées dans le terminal seraient typiquement les commandes qu'on mettrait dans notre CI/CD. J'espère que je réponds à ta question, Hamza. Merci Fulting pour ton message, merci Ahmed. Merci Sarah Sophie, construisons une échelle. Pour ceux qui ont les rêves Twitch, allez-y, spammez Let's Build a Ladder. Ça me fera beaucoup rire et beaucoup plaisir.
J'espère qu'on se retrouvera rapidement pour un nouvel épisode. En attendant, passez une bonne fin de journée. Amusez-vous bien au travail. Moi, c'est toujours le cas en ce moment. Bisous.